Martineau. Le cauchemar de tous les woke. Et ça, c'est un texte déprimant dans le journal de Montréal, Journal de Québec. En 7 ans, le nombre d'accusations criminelles liées à des abus physiques sur des enfants a augmenté de 67 67 en 7 ans. Et là, les policiers tentent de moderniser leur approche pour lutter plus efficacement contre ce fléau. On va en parler avec Mme Audrey Simard, qui est inspectrice à la division des crimes sexuels au service de police de Laval. Merci, Mme Simard, d'être là. Merci de me recevoir. Quand on est policier, je dis tout le temps, moi, les policiers, c'est une job qui est difficile parce que vous voyez les coulisses de la vie. Hein. Vous voyez tout ce qui ne va pas. Que nous autres, c'est comme si vous voyez ce qui se passe derrière le rideau. Mais il n'y a rien qui doit être plus dur quand on est policier et policière que de voir justement des enfants qui sont agressés par leurs parents ou être appelés sur les lieux, puis de voir que les enfants sont maltraités. Ça doit nous rentrer dedans. Effectivement, en 18 ans de carrière, ça m'est jamais arrivé d'avoir un appel pour me dire « Bonjour, tout va bien chez nous, je voulais vous le partager. » Ben oui. Donc, assurément, on intervient toujours dans des situations difficiles, dans des situations de crise, mais on est des humains avant d'être policiers, puis assurément que tous les dossiers qui touchent les enfants, c'est les dossiers qui viennent plus nous chercher émotivement. C'est des personnes qui sont vulnérables. Hein? Un enfant, c'est vulnérable. C'est sans défense. Souvent, effectivement, les abus physiques et sexuels sont faits soit par quelqu'un de la famille, par des parents, par une personne de confiance. C'est encore plus insidieux comme type de crime. Puis assurément, là, ça vient nous chercher puis ça nous perturbe comme policiers. OK, là, je vais vous poser la question. On va mettre ça de côté. On va régler ce dossier-là tout de suite. Puis après ça, on pourra parler d'autre chose. On sait que dans certaines communautés, la correction physique sur des enfants fait partie un peu de la culture. On sait que dans certaines communautés, il y a des immigrants qui arrivent ici, qui ont encore les valeurs de leur pays d'accueil, et leurs enfants veulent vivre à l'américaine, veulent pas porter le voile, ou alors des filles qui veulent fréquenter des jeunes hommes, etc. Et les parents surréagissent parce qu'ils ont encore les 2 pieds puis la tête dans leur pays d'origine, puis bon, ils se mettent pas à l'heure du pays d'accueil. Est-ce que ça peut expliquer l'augmentation de 67 en disant avec l'immigration, peut-être que, ou pas, qu'on règle ce problème-là. C'est peut-être une partie d'explication, je dirais une petite partie d'explication. Effectivement, il y a un enjeu culturel, puis j'allais dire, il y a un enjeu peut-être historique aussi. Si on retourne au Québec d'il y a quelques années, la correction physique par les parents était tout à fait correct. Même en institution, dans certains milieux scolaires, la correction physique était... Je recevais la strap à l'école quand j'étais petit, là. Et vous n'êtes pas si vieux, Monsieur Martineau. Merci. Donc, ça fait quand même partie, la correction physique, effectivement, d'un enjeu culturel. Ouais. Par contre, faut mentionner qu'il y a une limite à la correction physique. Premièrement, il y a une différence entre une correction physique et une agression physique. Premièrement, faut le mentionner. Puis, deuxièmement, il y a un accompagnement qui peut être fait aussi avec les parents. La grande majorité des dossiers qui sont traités par le service de police en matière d'abus physiques, ce sont des dossiers qui nous sont soumis par la DPJ, par le mécanisme de l'entente multisectorielle. Okay. Donc, le premier appel ou le premier intervenant dans les dossiers de correction physique, ça va être la DPJ qui va voir effectivement est-ce qu'il y a une matière à porter des accusations criminelles ou ça serait pas plus un accompagnement qu'on devrait mentionner au niveau du parent, de faire une certaine éducation sur quelles sont nos mœurs, quelles sont nos valeurs, quels gestes sont socialement acceptés au Québec versus une société d'origine qui serait peut-être différente au niveau de ce matière-là. C'est bien que le service de police, puis j'aime bien votre réponse, que vous ne mettez pas la tête dans le sang, puis vous ne dites pas non, ça ne fait pas partie du problème. Cela dit, ça n'explique pas une augmentation de 67 là. C'est une augmentation énorme. Et là, on parle justement, c'est des crimes graves, là. Bien, oui, il y a des crimes graves. J'allais dire, tout dossier de maltraitance infantile ou d'abus physiques est grave d'emblée.
pour moi, elles sont tous graves. Est-ce qu'il y a une certaine gradation à faire? Effectivement, il y a une gradation. Parce que quand on parle d'un voie de fait, bien, un voie de fait, ça peut être prendre plusieurs formes, que ce soit un serrage de bras, une claque, des choses comme ça. Mais on a des dossiers aussi d'agression armée, c'est-à-dire qui impliquent qu'il y a une arme qui est utilisée. Ça peut être un fouet, ça peut être, on rit un petit peu à la blague, là, mais la barre de bois, des choses comme ça. Fait que ça, c'est des choses qu'on va voir, mais il y a des dossiers aussi à nature sexuelle, il y a des dossiers de séquestration, c'est-à-dire que l'enfant est maintenu contre son gré, soit dans un lieu de la maison ou... fait que, ça a une gravité qui peut être très relative, donc, dans ce type de dossier-là. On l'a vu là, au fil des ans, il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Là, hein. On voit, entre autres, la toxicomanie, l'itinérance. Il y a des gens, on dirait, qui n'ont pas tous les outils dans leur coffre à outils pour dealer avec la vie de tous les jours. Est-ce que je veux pas excuser, bien sûr, les parents qui frappent leurs enfants, absolument pas, mais j'essaie rien que de comprendre. Là. Parce que frapper ton enfant, mon Dieu, il faut que tu sois un petit peu perdu pour faire ça. Là. Il y a quelque chose qui se passe. Là. Bien, j'ai un peu la même réflexion que vous. Ça ne devrait jamais arriver. Par contre, il n'y a pas une cause unique. Fait qu'effectivement, ça peut être des gens qui sont pas équipés pour bien prendre soin de leur enfant. Ça peut être des gens qui ont des problèmes de toxicomanie, de consommation. Oui. Ça peut être dans le cadre de la violence conjugale aussi. On a parlé, ça peut être un enjeu culturel. Fait qu'il n'y a pas un visage unique à la maltraitance infantile. Puis c'est vraiment dans tous les milieux sociaux, économiques. Il y en a malheureusement partout. Puis chaque histoire est une histoire d'exception dans le sens que les raisons qui vont pousser les parents à faire ça. Puis on parle beaucoup des parents, mais ça peut être un proche aussi. Puis comme je mentionnais, il y a tous les dossiers d'abus sexuels qui peuvent être faits par un proche de la famille. Puis on a des dossiers aussi en institution. Alors, un surveillant du dîner, un chauffeur d'autobus, un professeur qui perd patience, j'aime pas donner cet exemple-là, mais puis qui va intervenir physiquement avec un enfant alors que ce n'est pas correct de le faire ainsi, puis c'est pas dans notre culture et c'est contraire au code criminel aussi. J'espère que les voisins, maintenant, les gens sont plus sensibles à ça. Puis si on avait vu là, l'histoire de la petite martyre là, de Granby, là, les gens la voyaient, elle savait, elle allait à l'école, puis elle mangeait pas, elle était faible, elle fouillait dans l'eau poubelle pour se nourrir. Quand c'était froid dehors, elle n'était pas habillée là, pour faire face au froid, puis tout ça. C'était évident qu'il y avait des signes que quelque chose se passait pas, là. Et on dirait que les gens... ne tirez pas à sonnette d'alarme. Là. J'espère que les gens, quand on entend, mettons, quelqu'un crier contre ses enfants, les enfants pleurer, on entend des coups, je sais pas trop quoi, ou une femme crier, on fait quoi? On appelle la police? Qu'est-ce qu'on fait quand on entend ça? Ben, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « c'est pas de mes problèmes, je me mêle pas des affaires des autres, c'est pas mes problèmes ». Bien, moi, c'est sûr que je trouve que c'est faire de l'aveuglement volontaire ou se mettre la tête dans le sable de dire c'est pas mon problème. J'allais dire souvent en Afrique ou dans d'autres sociétés, ils vont dire ben ça prend tout un village pour élever un enfant. Puis ça, je pense que c'est encore vrai. Je pense qu'on a une responsabilité en tant qu'adulte. Comme j'ai dit d'entrée de jeu, en entrevue, c'est des personnes qui sont vulnérables d'emblée, les enfants. Puis s'il y a souvent un lien de confiance, ça reste que c'est des enfants qui vont aimer leurs parents souvent, ils vont aimer la personne qui est abuseur. Donc, c'est difficile pour eux de lever la main. Puis parfois, ils ne savent même pas qu'ils sont victimes de quelque chose qui ne devrait pas arriver. Je pense que c'est une responsabilité collective en tant qu'adulte de signaler quand il y a des événements qui ne devraient pas se produire ou qu'on soupçonne qu'il pourrait avoir des événements. Là. Écoutez, je vais essayer de voir le verre à demi plein plutôt qu'à demi vide, mais il y a peut-être une bonne nouvelle dans cette statistique-là, que les accusations criminelles ont augmenté de 67 % en 7 ans contre les gens qui maltraitent leurs enfants. Peut-être c'est parce que on est plus sensible à ça. Peut-être qu'il y en avait autant avant, mais qu'on ne les dénonçait pas ou on ne portait pas d'accusation. Donc, maintenant, de voir que 67 % d'augmentation, c'est peut-être que maintenant, on s'intéresse plus à ces histoires-là. Je suis comme vous. Moi, je suis un éternel optimiste. Puis je pense qu'effectivement, de voir une certaine augmentation au niveau des dossiers qui sont traités puis des dossiers où il y a des accusations, il y a un certain effet positif. Bon, moi, je suis inspectrice au niveau des crimes sexuels, mais on fait tous les dossiers de maltraitance infantile, que ce soit en abus physique ou en abus sexuel. Mais on avait vu aussi dans le mouvement post-MeToo que là, il y avait une flambée des dossiers qui étaient divulgués en matière de crimes sexuels. Puis c'est pas parce qu'il y avait plus d'agressions sexuelles. C'est parce que on en parle plus. Les victimes ont levé la main puis ont dit moi aussi, j'ai vécu quelque chose que j'aurais pas dû vivre. Je suis prête à le divulguer. Je sens que j'ai l'appui de la société pour lever la main. Je me sens enfin écoutée. Fait que c'est un peu la même chose avec ces chiffres-là. Il y a un grand chiffre noir parce que ce sont des événements qui se passent derrière les portes closes. Souvent, ça laisse
peu ou pas de marques. Donc, c'est pas comme la violence urbaine ou la violence armée qu'on a vu beaucoup dans les dernières années, que là, c'est très visible, tout le monde la voit, tout le monde la décrit, alors qu'en matière de maltraitance infantile, ça se passe derrière les portes closes. Ben, c'est ça. Donc, minimalement, on sait que les gens dénoncent plus ou sont plus à même de lever la main pour dire, ben il se passe peut-être quelque chose de pas correct chez mon voisin ou même au niveau des institutions, les garderies, les écoles. De plus en plus, ils vont être à l'écoute de comment vont les enfants. Quand un enfant a un changement de comportement marqué et soudain, ben c'est bien de se poser la question, est-ce qu'il y aurait un événement déclencheur qui pourrait expliquer ce changement-là? Et là, on dit que vous tentez de moderniser votre approche pour lutter efficacement contre ce fléau. C'est quoi ça? C'est quelle approche vous voulez adopter? Bien, il y a quand même plusieurs initiatives intéressantes qui ont été mises sur place. Au niveau du SPL, on a le chien de soutien, qui est un chien qui est avec un sergent détective depuis 2022. Puis, c'est un chien qui peut être offert aux victimes, notamment aux enfants, pour faire les rencontres. Donc, au moment de faire l'entrevue avec la victime qui doit relater les événements traumatisants qu'il a vécu, il est accompagné d'un chien de soutien qui apporte un soutien émotionnel. Il se sent en sécurité, c'est ça? Bien oui, ça permet notamment... Puis en confiance, surtout, puis là, peut-être cet enfant-là va peut-être être porté à plus parler, à raconter ce qu'il vit. Bien oui, un, ça met en confiance. Deux, ça permet de décharger un peu d'émotivité envers le chien. Ça se sent accompagné, ça se sent soutenu. Puis j'allais dire, ça détourne peut-être un peu l'attention de tout ce qui est deuxième victimisation, reviviscence, parce qu'à partir du moment où on demande à une victime, peu importe son âge, de nous expliquer ce qu'elle a vécu dans le détail avec des questions de précision, vous comprendrez que c'est des événements traumatisants pour tout le monde. J'espère quand ça arrive que vous retirez l'enfant de la famille. Cet enfant-là ne vous raconte pas ce qui se passe en présence de ses parents. J'espère que non. C'est pas nous qui avons la responsabilité de retirer l'enfant du milieu. Puis je parlais aussi de l'entente multisectorielle. Donc, on travaille vraiment en partenariat avec la DPJ dans ces dossiers-là. Mais seulement quand vous leur posez des questions pour savoir ce qui se passe exactement, là, c'est dans une salle, mettons, avec l'enfant, mais pas devant les parents, j'imagine. Jamais les parents. Puis même si on ne soupçonne pas que le parent soit en cause, parce que ça peut arriver que c'est un événement qui est extérieur par quelqu'un de la fratrie, de la famille ou un adulte de confiance dans l'entourage, mais ça se fait jamais en présence des parents, pour la bonne raison aussi que l'enquêteur essaie de créer un lien avec l'enfant. Donc, si son parent est à côté, vous savez ce que ça fait, il va tout le temps se revirer puis il va regarder ses parents puis dire « Je peux-tu répondre? » Il va répondre aux parents, alors qu'on veut que l'enfant rentre en contact puis intervienne avec l'enquêteur puis réponde aux questions de l'enquêteur. Bien, ce qui est triste là-dedans, c'est que les enfants, ils ne savent pas, eux autres, ils se font punir par les parents, puis souvent, ils ont peut-être le réflexe de l'émirter. Bien, c'est sûr que chaque enfant a son histoire, ça dépend, puis ça fait partie de l'accompagnement aussi, puis c'est ce qu'on essaie de mettre en place avec le CERF, c'est le Centre d'expertise régionale à l'enfance et à la famille. Donc, c'est vraiment d'apporter des interventions où on met l'enfant au centre de nos interventions. Donc, oui, il y a l'entrevue policière, il y a tout le processus d'enquête, mais il va y avoir le soutien de la part de la DPJ aussi. Il peut y avoir un soutien à la famille parce qu'on parle des parents abuseurs, mais parfois le parent n'est pas abuseur ou parfois il est juste mal outillé pour bien prendre soin de l'enfant. Donc, c'est vraiment de bien accompagner l'enfant et la famille. Puis si la solution, c'est de retirer l'enfant du milieu, bien, c'est la DPJ qui va prendre la décision puis qui vont faire en sorte là, de placer l'enfant à le meilleur endroit pour lui. Alors, les gens qui disent, les jeunes militants, là, défendre de police, puis il faut donner moins d'argent à la police. Vraiment, c'est ça que vous voulez, là, qu'on définance les policiers qui font un travail extrêmement important de protéger les enfants comme ça. Merci beaucoup, Mme Audrey Simard, inspectrice à la division des crimes sexuels au service de police de Laval. Merci. Ça me fait plaisir. Merci à vous. Bonjour.